Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 25 mai 2026. Comme vous pouvez le constater, M. le maire est absent. Alors, c'est moi qui aurai le privilège de présider cette séance en tant que mairesse suppléante. Alors, je constate le quorum. On va procéder à l'ouverture de la séance. Il est 19 heures juste. Il est proposé par moi, Dave Desjardins, que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que rédigé. Appuyé par Richard Gagnon. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Alors, au deuxième point, l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a aucun changement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. On vient de le faire. Pardon? On vient de le faire. C'est déjà fait. C'est l'ouverture. 3 points. Ah! Ça va plus vite qu'on Je commence fort. Hein? Alors, le point 3.1. Dans le fond, nous ferons une résolution dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, mais juste avant, j'aimerais inviter Mme Janine Notis pour nous adresser quelques mots. Bonsoir tout le monde. C'est sûr que la Semaine québécoise des personnes handicapées se veut un reflet. Les personnes ne sont pas si différentes de nous. Fait que nous, le 6 juin, on fait une après-midi d'activité au cégep avec une pièce de théâtre, danse folklorique, chansons solo, danse solo, la batterie, juste pour vous montrer que les personnes sont capables de faire beaucoup de choses. Ça fait que je vous invite à venir nous trouver au cégep. Notre annonce est un peu partout. J'aimerais aussi juste souligner une petite information qui est arrivée lors du Salon du livre. Il y a 2 personnes qui ont subi des blessures parce que l'entrée n'était pas trop appropriée pour les personnes en fauteuil roulant parce que l'accès, le berceau, le bas de neige était quasiment aussi à la hauteur d'ici, là. Puis, ce que j'ai constaté, une semaine après, c'était le tournoi orange. L'accessibilité était bien nettoyée. Fait qu'il y a des personnes qui se sont blessées puis qui se sont retrouvées à l'hôpital. Puis, je regardais aussi, il y a beaucoup de jeunes qui vont jouer au hockey. Ils traînent le gros poche de hockey. Je me demande pourquoi, au lieu de faire juste une largeur de 42 pouces, que la seule marche qu'il y a pour rentrer à Carbonneau, pourquoi ils n'ont pas fait une accessibilité universelle? Ce qui aurait favorisé les jeunes joueurs de hockey, les adultes aussi, les mamans qui accompagnent, qui sont en poussette, et les personnes qui vivent avec un handicap. Fait que j'espère que la nouvelle aréna, ça va être revisé dans les plans, parce que les plans, au mois d'octobre, les plans de la Régie du bâtiment prônent beaucoup cette semaine, là. La population vieillit. Il va falloir que tous les bâtiments, les loyers, que ça soit vraiment adapté aux personnes vieillissantes. Il parlait de l'élargissement des corridors, des portes pour les personnes en fauteuil roulant. Fait que c'est juste ça, là. Merci beaucoup pour votre témoignage, Mme Otis. Et je peux vous assurer qu'on a le conseil, un conseiller, entre autres, qui va surveiller ça de près. J'ai vu ça, ça fait que ça... Puis on est désolé là, pour les blessés, mais on en prend note. Là. Un bel atout. Merci d'être là. Merci, Mme Otis. Alors, Mme Langlois, si vous me permettez un petit complément d'information aussi là, pour Mme Otis. Ça a été bien pris en note, là, la situation là, au niveau là, de l'équipe de direction. Il y a une analyse de la situation là, qui a été faite. Aussi, peut-être là, rappeler que dans le cadre là, du programme triennal des immobilisations, là, on a une fiche justement qui prévoit justement, on a prévu des montants pour faire une validation puis une priorisation des infrastructures qui requièrent des mises à niveau au niveau là, de l'accessibilité universelle. Je pense que l'arrivée là, du conseiller Dave Desjardins a permis de mettre ça en lumière. Là. Donc, il y a une fiche là, à notre programme là, qui prévoit cette validation-là puis cette priorisation-là. Effectivement, là, c'est important pour nous.
puis encore plus de le dire en cette semaine québécoise des personnes handicapées. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, en compte des considérants. Il est proposé par moi, Dave Desjardins, que la Ville de Sept-Îles proclame officiellement la tenue de la Semaine québécoise des personnes handicapées sur son territoire et s'engage à poursuivre ses efforts pour améliorer l'accessibilité. C'est appuyé par Daniel Guéraud. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Oui. On peut peut-être faire la lecture des considérants, M. Desjardins. Parce que c'est quand même une belle proclamation, là. Excusez. Et il est proposé par moi, considérant que l'Office des personnes handicapées du Québec souligne la tenue de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin. Considérant que le Conseil municipal reconnaît l'importance d'assurer aux personnes handicapées un milieu de vie de qualité inclusive et accessible. Considérant que les organisations et municipalités jouent un rôle moteur dans la lutte contre les préjugés et la promotion de la participation sociale de tous les citoyens. Il est proposé par moi, Dave Desjardins, que la Ville de Sept-Îles proclame officiellement la tenue de la Semaine québécoise des personnes handicapées sur son territoire et s'engage à poursuivre ses efforts pour améliorer l'accessibilité. Je vais le réappuyer avec cœur. Parfait. Et je sais que tout le monde est en accord. Merci beaucoup. Au point 4.1, le procès-verbal de la séance ordinaire, c'est une approbation. Un proposeur, s'il vous plaît. Il est proposé par moi, José Penneau, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2026 du Conseil municipal de la Ville de Sept-Îles soit approuvé tel que rédigé. C'est appuyé par Zéa Blackburn. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 6.1. Le rapport financier consolidé, c'est un dépôt mais avant de le déposer, de passer la résolution, j'invite d'abord Mme Suzy Lévesque, qui est notre trésorière et directrice des finances, à nous présenter un sommaire du rapport financier consolidé de la Ville de Sept-Îles pour l'exercice terminé au 31 décembre 2025. Oui, avec plaisir. L'exercice financier au 31 décembre 2025 s'est terminé avec un excédent de 4,3 millions de dollars. Nous avions un budget de 95,5 millions. Nous avons des revenus de 99,1 millions, donc des revenus additionnels de 3,6 millions. Au niveau des dépenses de fonctionnement, nous avons terminé l'année avec un petit peu moins de dépenses, soit 94,8 millions, donc un 600 000 $ d'économie au niveau des dépenses. Donc, 3,6 millions au niveau des revenus, économie de dépenses de 600 000, donc nous amène à un excédent de 4,3 millions. Nous avons les organismes contrôlés qui sont à l'intérieur de notre périmètre comptable. Les 4 organismes qui sont visés sont Tourisme Sept-Îles, Développement économique Sept-Îles, notre Corporation de salles de spectacle, ainsi que la Corporation de transport adapté. Donc, eux, au total, c'était 4,9 millions. Donc, il y a un excédent de 30 000 $ par rapport aux 4 organismes contrôlés. Les principales variations des revenus s'expliquent de la façon suivante. Nous avons eu une baisse de revenus de taxes qui représente 1 496 000 $ qui s'explique essentiellement pour la contestation du rôle d'évaluation. Il faut se rappeler qu'en 2025, nous étions avec notre nouveau rôle d'évaluation pour la période 2025, 26, 27. Donc, ça laisse une place à la contestation d'évaluation. Donc, on a terminé avec des revenus moins que prévus. On a par contre eu d'autres revenus qui ont été positifs. C'est dans les augmentations au niveau des services rendus. On peut penser ici au lieu d'enfouissement technique. C'est les matières qu'on recueille au LET. Au niveau de la sécurité incendie, on était intervenu plus sur le territoire de la communauté autochtone. Donc, et d'autres services facturables là, que nous avons rendus. Donc, 1,6 million de revenus additionnels. Au niveau de l'imposition des droits de mutation, là, pour la nommer la taxe de bienvenue, on a un budget de 1 million annuellement et on a réalisé 1 598 000 de revenus en lien avec l'imposition du droit de mutation. Il y a également eu des augmentations de revenus liées aux amendes, aux pénalités, intérêts qui totalisent 555 000.
et des revenus supplémentaires autres là, qu'on appelle pour 2,3 millions. Il faut comprendre ici qu'on a l'entente Éco-Entreprise Québec qui vient nous rembourser les matières recyclables, le transport des matières recyclables. Donc ça ici, dans le 2,3 millions, là, il y a 1,1 million qui est attribuable à Éco-Entreprise Québec. Il y a également l'indemnité partielle, là, on dit bien partielle du 6, parce qu'il faut comprendre que c'est la portion des dépenses de démolition au 31 décembre 2025, puis les frais de déménagement au 31 décembre 2025. On avait pour plus ou moins là, 824 000. Le dossier a été réglé là, au cours du printemps dernier en totalité. Il y a également la vente de terrains domiciliaires qui a procuré des revenus additionnels de 532 000. Tout ça totalise 2,3 millions. Donc, un grand total au niveau de nos revenus là, de 3 633 000 additionnels. Au niveau des dépenses, on a fait des économies de 600 000. On voit ici dans le premier item 824 000 $. On a des revenus qui viennent balancer les dépenses qu'on a engagées pour le 6 en lien avec la démolition de l'hôtel de ville et les frais de déménagement du même montant, 824 000 $. On a les matières recyclables avec Éco-Entreprise Québec, 1 087 000 $ qui nous ont été remboursés. On a des économies au niveau de la rémunération en lien avec les postes vacants, donc 662 000 $. Il faut penser ici que la ville, là, ça représente 31 millions là, de masse salariale. Donc, c'est à peu près 33 % du budget de la ville et de la main-d'œuvre. On a la diminution des activités d'investissement. Bien, en fait, le conseil municipal avait décidé de reprioriser les projets devant au niveau de la contestation d'évaluation. On a fait vraiment une repriorisation des projets pour s'assurer de boucler notre année correctement. On a diminué le remboursement au fonds de roulement là, dû au fait qu'il y a des acquisitions de machinerie qui a décalé dans le temps. Donc, ça nous a procuré une économie de 424 000 $ et différentes autres variations de dépenses pour 113 000 $. Ce qui nous amène avec des économies de 658 972 $. Au début de l'année 2025, on a débuté à 17,2 millions. Là, ce que je vous dresse, c'est l'excédent accumulé non affecté, donc les surplus de la municipalité, mettent en lumière l'utilisation de nos surplus. Donc, on a débuté l'année à 17,2 millions. Au cours de l'année 2025, on a puisé à même le surplus accumulé 6,8 millions, notamment pour le logement abordable. On a contribué au projet de Codello à raison de 1,5 million pour la portion comptant. Il y a d'autres aides financières qui ont été accordées, mais entre autres pour 1,5 million comptant sur ce projet-là. Il y a le développement domiciliaire, l'acquisition du terrain Holiday, la réfection des terrains de tennis au parc Boisjoli et Steve Duchesne. On est venu puiser de l'argent dans le surplus pour pouvoir faire les travaux. L'amélioration de drainage au site du Vieux-Poste et la gestion des résurgences ainsi que la valorisation des biosolides qui proviennent de nos étangs aérés à laquelle on a engagé des sommes. Donc, tout ça totalise 6,8 millions. Ensuite de ça vient le montant qu'on vient de faire en excédent. On l'ajoute à notre surplus, notre surplus qui est de 4,3 millions. Donc, ça nous porte notre surplus accumulé au 31 décembre 2025 à 14,6 millions. À ce jour, 14,6 millions, on a fait une planification du PTI, Programme triennal en immobilisation. Donc, on prévoit à l'intérieur du PTI utiliser le surplus accumulé à raison de 4,8 millions. Donc, entre autres, pour le recouvrement des cellules, le soutirage des boues, des étangs aérés, la gestion de la résurgence, dans tout ce qui est en matière résiduelle. Et ce soir, là, il y aura le programme d'aide financière. Vous allez en savoir un petit peu plus pour l'ajout de la construction de logements. On est venu puiser de l'argent pour mettre en place la bonification de notre programme d'aide financière. Donc, tout ça nous amène à un estimé de notre surplus de 9 à 9,8 millions, ce qui représente à peu près 10 % du budget de fonctionnement. On se situe exactement à l'intérieur des balises fixées par la politique de gestion des excédents. Le seuil minimal est de 6 % et le seuil maximal est de 15 %. Donc, à 10 %, on est vraiment à l'intérieur de nos balises fixées par cette politique. Au cours de 2025, nous avons réalisé différents investissements en immobilisation. Ici, vous voyez la liste des projets qui ont été réalisés là, sommairement.
faut comprendre ici que ce n'est pas nécessairement le coût total du projet, mais la portion des travaux qui a été réalisée au cours de 2025. En total, au niveau des infrastructures, c'est 37,2 millions. Au niveau de nos bâtiments, c'est 25 millions parce qu'on a commencé à faire la construction de la nouvelle aréna à raison de 21 millions. On sait que le projet va se poursuivre en 2026. Il y a l'aménagement des parcs pour 2,2 millions, la machinerie et les équipements, 600 000 $, puis l'acquisition de terrain pour 1 million. Donc, en 2025, nous avons réalisé pour un total de 66 millions d'investissements. Le 66 millions d'investissements est financé là, à raison de 38 % en subvention du gouvernement du Québec. On peut penser à notre aréna, on peut aussi tous les projets qu'on a réalisés en collaboration avec la communauté là, pour le prolongement de l'aqueduc et le traitement des matières des eaux usées à Maliotenam se fait via des programmes de subvention. Donc, il y a 38,6 % de nos dépenses provient en subvention et contribution haute, 25,2 % là, qui est vraiment la contribution du conseil ETUM pour leur part contributive dans les différents projets qu'on a en commun. On a quand même financé 5,7 millions comptants là, par de l'excédent de fonctionnement ou encore par le budget de fonctionnement pour payer des projets en investissement. On a eu recours à l'emprunt à raison de 14,3 millions et on a une petite variation de nos travaux qui sont en cours de 3,9 millions. Donc, tout ça nous amène à 66 millions d'investissements. Au 31 décembre 2024, notre endettement était à 120,2 millions. Il faut comprendre que la Ville réalise des projets et a souvent recours à l'emprunt. Donc, des travaux municipaux, le financement qui a eu lieu en 2025 représente 15,6 millions pour différents travaux. À ça, nous avons remboursé 11,2 millions sur la dette. Et il y a notre variation de travaux en cours nous amène à un endettement net de 124,2 millions. Notre 124,2 millions se compare à 2024. On parle d'un comparatif de 120,7 millions. Donc, quand on ramène sur nos ratios financiers qu'on suit au niveau de notre gestion de la dette, on se situe à 125,3 % pour 2025, notre cible étant de 165 % et la cible maximale de 195 %. Au niveau du coût de service de la dette, on a 14,9 millions de services de la dette, c'est-à-dire c'est le remboursement en capital et en intérêt que la municipalité fait annuellement. Donc, nous amène à un ratio de 15,1 %. Donc, la cible maximale est à 20 %. Donc, on est vraiment à l'intérieur de nos limites que la municipalité s'est fixée. Au niveau de notre bilan, bien ici, il faut comprendre qu'on a 450 millions d'actifs au niveau de la municipalité, qui est vraiment au niveau de l'administration municipale, qui est 445 963 000. Ces actifs-là sont majoritairement composés d'immobilisations. Nos immobilisations, c'est l'ensemble de nos infrastructures, de nos bâtiments. Donc, pour 941 millions. C'est sûr qu'on a recours à du passif là, pour financer nos investissements. Et on a compte quand même sur un excédent là, de tout près de 16 millions d'excédents non affectés là, au 31 décembre, consolidé là, de 16,2 millions. Ça complète? Oui. Merci beaucoup, Mme Lévesque. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour le dépôt, s'il vous plaît. Je propose, moi, Richard Gagnon, que le rapport financier consolidé pour l'exercice financier de l'année 2025 de la Ville de Sept-Îles soit déposé au Conseil, le tout conformément à la loi. C'est appuyé par Zéa Blackburn. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 6.2, maintenant, c'est au tour de notre auditeur indépendant de venir d'abord nous faire la présentation là, du sommaire du rapport de l'auditeur indépendant au 31 décembre 2025. Alors, j'invite M. Tommy McMullen, CPA, auditeur et associé chez la firme comptable Mallette. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on va le mettre comme ça. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Et oui, Tommy McMullen, auditeur chez Mallette depuis 15 ans. C'est la première année qu'on est auditeur de la Ville de Sept-Îles. Notre premier
premiers 3 ans, fait que première année sur 3. Donc, vous allez me revoir, ça c'est sûr. Alors, je vais vous faire la lecture de mon rapport sans faire la lecture complète, OK, parce que je veux vraiment pas vous endormir. Personne ne vous aide. Merci. Vous êtes fantastique. Merci beaucoup. Alors, effectivement, dans le fond, je vous fais la lecture des 2 premiers paragraphes au complet, okay, juste pour bien comprendre notre opinion, ce qui est le plus important. Puis après ça, je vais vous faire une petite description des autres sections. Parce que je ne veux vraiment pas vous endormir ce soir, d'accord? Alors, bien sûr, c'est aux membres du conseil de la ville de Sept-Îles. Notre opinion. Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la ville de Sept-Îles qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2025, les états consolidés des résultats de la variation des actifs financiers nets, de la dette nette, et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée de la Ville au 31 décembre 2025, ainsi que des résultats consolidés de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets consolidés et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, autrement dit, on n'a pas trouvé d'anomalie. Donc, les autres sections, juste pour vous les décrire succinctement, fondement de l'opinion, OK, en gros, ça vient dire que nous avons effectué l'audit, OK, conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada et que nous sommes indépendants, parce que nous sommes des auditeurs indépendants. L'autre section, c'est une petite observation. Dans le fond, le MAMACH qui demande des informations supplémentaires à ce qui est recommandé par les normes. Donc, on vient juste faire une petite précision comme quoi ça aussi, ça a été audité au sein de notre rapport. Ensuite, l'autre section, la responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des résultats consolidés. En gros, ça vient dire que c'est à la direction, à fond, Mme Lévesque et son équipe, de dresser les états financiers, OK, sont les normes comptables, puis de mettre les contrôles en place qui sont nécessaires à la production des états financiers et d'évaluer la capacité de la Ville à continuer ses activités. Finalement, c'est aussi à la gouvernance, dans le fond, vous comme conseil municipal, dans le fond, de surveiller ce processus-là. C'est ça que ça vient dire, cette section-là. Puis la dernière section, bien, notre responsabilité, bien, en tant qu'auditeur, c'est sûr et certain, bon, bien, c'est d'aller chercher l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives qui pourraient influencer sur la prise de décision économique des chiffres financiers par les utilisateurs qui sont principalement vous. Finalement, on vient mentionner qu'on utilise un peu notre jugement professionnel, puis que si, admettons, il y aurait des observations, bien, on vous en ferait part. Puis cette année, bien, il n'y a eu aucune observation qui a eu besoin de vous être communiquée. Donc, ça vient signifier un peu que vous avez une ville qui est en bonne gestion financière. Merci beaucoup, M. McMullen. Ça fait plaisir. Merci. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour le dépôt, s'il vous plaît. Oui, moi, Daniel Guéraud propose que le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier de l'année 2025 de la Ville de Sept-Îles soit déposé au Conseil, le tout conformément à la loi. Appuyé par moi, José Pedneau. Tout le monde est en accord? Oui, oui. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Alors, nous passons au 6.3. C'est pour dépôt et approbation des comptes à payer. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je, Zéa Blackburn, propose que la liste des comptes à payer pour la période du 8 au 21 mai 2026 au montant de 2 185 712,84 soit déposée au Conseil et approuvée. C'est appuyé par Richard Gagnon. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Maintenant, c'est pour le dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la même période. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Oui, moi, Daniel Guéraud propose que le rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 7 au 20 mai 2026, totalisant 355 332,38, soit déposé au Conseil. Appuyé par Dave Desjardins. Tout le monde est en accord? Oui. J'ai la même période, c'est du 7 au 20, l'autre c'est 8 au 21. Maintenant, pour ce qui est dans le point 7, il n'y a aucun sujet pour les corporations municipales. Nous passons au contrat et mandat. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour l'octroi et financement pour acquisition de 2 pare-feux Fortinet.
Martin Langlois propose que le contrat numéro DP 030600, acquisition de 2 pare-feux Fortinet en remplacement des équipements existants, soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme ITI Incorporé pour la somme de 112 800 $, taxes applicables en su. Que les sommes nécessaires à la réalisation de cette acquisition soient financées de la façon suivante. Un montant de 102 150 $ à financer par le fonds de roulement, remboursable à raison de 5 versements annuels égaux de 20 430 $ à compter de l'année 2026. Un montant de 16 275 $ pour le contrat de service de 3 ans à financer à même le budget de fonctionnement. Appuyé par Dave Desjardins. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Maintenant, c'est pour le rejet concernant un appel d'offres pour l'acquisition de 2 camions 10 roues. Martin Langlois propose que la Ville de Sept-Îles rejette les 2 soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres numéro ACH 500-471, acquisition de 2 camions 10 roues neufs munis d'une benne et d'équipements de déneigement. Étant donné qu'une exigence technique du devis était formulée de manière restrictive, que la Ville de Sept-Îles procède à un nouvel appel d'offres. C'est appuyé par Richard Gagnon. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Maintenant, j'ai besoin d'un proposeur pour une modification et réparation des trottoirs et bordures. C'est un octroi pour la modification et réparation des trottoirs et bordures sur le territoire de Sept-Îles. Oui, moi, Patrick Lelièvre, que le contrat ING 2026-800, modification, réparation des trottoirs et bordures sur le territoire de la Ville de Sept-Îles, soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme pavage béton TC pour la somme de 279 939,10 $, taxes applicables en sus. Approuvé par Dave Desjardins. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Oui. Un autre appel d'offres. Cette fois-ci, c'est l'octroi d'un contrat pour la réparation de pavage asphaltique sur le territoire de la Ville. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Moi, Daniel Guéraud, propose que le contrat ING 2026-1000, réparation de pavage asphaltique sur le territoire de la Ville de Sept-Îles, soit accordé aux soumissionnaires conformes pavage béton TC pour la somme de 436 596,25 $, taxes applicables en su. C'est appuyé par Patrick Lelièvre. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 8.5, c'est un mandat de procureur pour la Ville aux affaires municipales pour la prochaine année. C'est entre autres pour les contraventions. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Martin Langlois propose que la Ville de Sept-Îles mandate la firme Besnier Cabinet d'avocats incorporé pour agir à titre de procureur de la municipalité devant la Cour municipale pour l'année judiciaire 2026-2027, conformément au calendrier préalablement établi pour une somme de 1 550 $ par séance de cours, taxes et déboursés applicables en su. Appuyé par José Pedneau. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Nous passons maintenant à la section dossiers spéciaux. J'ai besoin d'une autorisation de signature dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif. Il est proposé par moi, Richard Gagnon, que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Sept-Îles la convention d'aide financière pour le financement du transport collectif, volet 1, pour les années 2025, 2026 et 2027. Appuyé par Martin Langlois. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Maintenant, il s'agit de contributions financières à des tournois de golf de divers organismes pendant la prochaine saison. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Martin Langlois propose que la Ville de Sept-Îles accorde les contributions financières totalisant un montant de 3 700 $
aux organismes suivants. Un montant de 500 $ à la Fondation Husky pour son tournoi de golf qui se tiendra le 20 juin 2026. Un montant de 700 $ à la Chambre de commerce de Sept-Îles Ouachat Magnotonam pour son tournoi de golf qui se tiendra le 2 juillet 2026. Un montant de 1 200 $ à la Fondation régionale Hôpital de Sept-Îles pour la 35e édition de la journée de golf qui se tiendra le 8 juillet 2026. Un montant de 1 300 $ à l'organisme L'Envol Maison de la Famille pour la 6e édition de son tournoi de golf qui se tiendra le 20 août 2026. C'est appuyé par Daniel Guéraud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Nous sommes rendus à la section des dossiers d'urbanisme. Alors, pour le 10.1, il s'agit d'une dérogation mineure pour le 965 avenue Arnaud. J'aimerais d'abord savoir s'il y a des personnes dans la salle qui auraient des commentaires sur ce dossier-là. Non? Alors, Il est donc proposé par moi, Richard Gagnon, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro 2026-037 visant l'immeuble situé au 965 avenue Arnaud afin d'autoriser la superficie totale des bâtiments complémentaires projetés, remises et garages isolés, de 92,5 mètres carrés au lieu du maximum permis de 84 mètres carrés, et l'implantation de l'abri à bois de chauffage projeté en cour latérale alors qu'une telle implantation est autorisée seulement en cour arrière. Et c'est appuyé par Daniel Guéraud. tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autre dérogation mineure, cette fois-ci, c'est au 445 rue Holiday. Même chose, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait des commentaires concernant cette demande? Non? Il est donc proposé par moi, Richard Gagnon, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro 2026-38 visant l'immeuble situé au 445 rue Holiday afin d'autoriser 1. L'aire d'entreposage d'agrégats en vrac projeté en cour avant et latérale alors qu'un tel entreposage est autorisé seulement en cour arrière, ainsi que l'absence de clôture ceinturant cette aire dans la portion de la marge de recul avant parallèle à la rue Holiday. 2. L'utilisation de blocs de béton de type Jersey pour l'implantation de la clôture projetée dans les marges de recul avant et latérales, alors que ce type de matériau pour l'érection d'une clôture est prohibé sur l'ensemble du territoire. 3. La hauteur de 2 mètres de la section de la clôture projetée située dans la marge de recul avant, au lieu du maximum permis de 1 mètre. Appuyé par Patrick Lelièvre. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dérogation mineure, une fois de plus, cette fois au 195 rue Rochette. Est-ce que j'ai des commentaires provenant de la salle? Non plus. Alors, proposeur, s'il vous plaît. Martin Langlois propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 2026-039 visant l'immeuble situé au 195 rue Rochette afin d'autoriser l'implantation d'une thermopompe à 1,6 mètres de la ligne latérale du terrain, au lieu du minimum requis de 3 mètres. C'est appuyé par Z.A. Blackburn. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autre dérogation mineure pour le 30 rue Marcelet, 35 rue du Corossol, 40A et 40D rue du Falcan. Encore une fois, est-ce que quelqu'un aurait des commentaires concernant cette demande? Non plus. Alors, il est proposé par moi, José Penneau, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro 2026-040 visant les immeubles situés au 30 rue Marcelet, 35 rue du Corossol, 40A et 40D rue du Falcan afin d'autoriser la largeur de 5 entrées charretières existantes de 6,7 mètres au lieu de minimum requis de 7,5 mètres, de 2 entrées charretières pour l'aire de stationnement projeté d'une capacité de 101 voitures et plus au lieu de minimum requis de 4, une entrée charretière pour l'aire de stationnement projeté d'une capacité de 51 à 100 voitures au lieu d'un minimum requis de 3,
de 2 entrées charretières pour l'aire de stationnement projeté d'une capacité de 51 à 100 voitures au lieu d'un minimum requis de 3. Et c'est appuyé par Daniel Guéraud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Une autre dérogation mineure au 83 rue des Battures. Est-ce que quelqu'un aurait des commentaires concernant cette demande? Non. Il est proposé par moi, Daniel Guéraud, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro 2026-041 visant l'immeuble situé au 83 rue des Battures afin d'autoriser la hauteur de la porte de garage de 3,05 mètres au lieu d'un maximum permis de 2,74 mètres et la hauteur à mi-toit de 5,94 mètres au lieu du maximum requis de permis de 5 mètres. C'est appuyé par Richard Gagnon. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Une dernière dérogation mineure au 806 rue de l'Étang. Des commentaires à ce sujet? Non plus. Il est proposé par moi, Richard Gagnon, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro 2026-044 visant l'immeuble situé au 806 rue de l'Étang afin d'autoriser 1. La marge de recul arrière de la maison unifamiliale isolée projetée de 8 mètres au lieu du minimum requis de 10 mètres. Et 2. L'empiètement du stationnement projeté devant la façade du bâtiment principal de 3,6 mètres au lieu du maximum permis de 2,5 mètres. Appuyé par Dave Desjardins. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Maintenant, en 10.7, c'est une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale au 500 avenue Arnaud. Il est proposé par Patrick Lelièvre que le conseil municipal accepte la demande de PIA numéro 2026-045 concernant le remplacement des enseignes commerciales pour l'immeuble situé au 500 avenue Arnaud et faisant partie de la zone 745-6 CV. Appuyé par Dave Desjardins. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Maintenant, c'est pour le règlement relatif, en fait, c'est une adoption pour le règlement relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments patrimoniaux. Il s'agit de la deuxième étape du processus. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Il est proposé par moi, José Bednaud, que le règlement 2026-652, règlement relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments patrimoniaux, soit adopté par le conseil. C'est appuyé par Daniel Guéraud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. On a maintenant un avis de motion et dépôt pour modification du programme d'aide pour l'ajout de logements de cette île. Mais avant, j'aimerais que Mme Lauzon, notre directrice générale, nous donne quelques explications, s'il vous plaît. Oui, donc une très bonne nouvelle ce soir. Je pense qu'on peut s'attribuer le succès de notre programme. Donc, étant donné là, qu'il a été fortement en demande, le programme qu'on avait instauré en 2025, Mme Lévesque, a permis la création de 45 nouveaux logements. Puis dans l'enveloppe qui totalisait un total de 1 million de dollars, on a jusqu'à présent 720 000 dollars d'engagés. Donc, devant ce succès-là, en fait, la Ville a réévalué le programme. Et là, ce soir, en fait, on vient amender le règlement qui prévoit ce programme-là. Donc, ce que cet amendement-là au règlement prévoit, en fait, c'est qu'on vient prolonger la durée du programme jusqu'au 31 décembre 2027. On bonifie également l'enveloppe de 500 000 $ comme mentionné par Mme Lévesque grâce au surplus que la Ville a engendré. Un nouveau volet s'ajoute également au programme, soit la possibilité d'opter pour un crédit de taxe foncière pour les projets de 4 logements et plus. Donc ça, c'est une nouveauté, là. On a compris que pour bien des promoteurs, c'était intéressant d'avoir un offre monétaire pour le projet, mais pour certains autres, on se faisait identifier que ce serait préférable un crédit de taxe. Donc le programme prévoit maintenant les deux options. Donc le promoteur, s'il y a plusieurs volets au programme qui s'appliquent à sa situation, pourra faire le choix qu'il considérera le plus avantageux.
Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Ce soir, c'est l'avis de motion, le dépôt du projet de règlement. À la prochaine séance du Conseil, ce sera vraisemblablement là, l'adoption du règlement qui viendra officialiser là, les modifications au programme. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lauzon. Je pense qu'on a besoin de logement et c'est vraiment un très bel incitatif. Alors, j'aurais besoin d'un... Avis. Oui, c'est vous, M. Guéraud. Moi, Daniel Guéraud, donne avis qu'il sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure le règlement 2026-653, règlement modifiant le règlement 2024-590, instituant un programme d'aide financière visant à favoriser l'ajout de logements locatifs sur tout le territoire de la ville de Sept-Îles et dépose ce projet de règlement. On n'a pas de... Il n'y a pas de résolution, ça va être plus tard. Merci, M. Guéraud. Maintenant, en 10.10, encore une fois, il s'agit de l'adoption du second projet pour l'amendement au règlement de zonage. C'est la deuxième étape du processus. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Il est proposé par moi, Richard Gagnon, que le second projet de règlement numéro 26-08, amendement au règlement de zonage numéro 2007-103, ajout de la classe d'usage RJ Habitation multifamiliale, plus de 6 logements, à la grille de la zone 819R, soit adopté par le Conseil sans changement. Appuyé par José Pedneau. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Je veux juste ajouter que je m'abstiens de cette décision comme c'est un partenaire financier. Alors, c'est noté. Merci. Au 10.11, un avis de motion encore et adoption de projet pour l'amendement au règlement de zonage. Madame Lauzon, vous avez des explications pour nous, je pense. Oui, Madame Langlois. Donc, le projet de règlement vise à permettre la vente de gaz sous pression de façon complémentaire à un commerce de détail de jouets et d'articles de loisirs. La modification fait suite à la demande d'un propriétaire de commerce de spa et barbecue qui désirait offrir ce service à ses clients. Merci beaucoup. Un proposeur, s'il vous plaît. Alors, moi, José Pedneau, donne avis qu'il sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure un règlement amendant le règlement de zonage 2007-103 afin d'y ajouter un usage complémentaire, soit la vente au détail au gaz sous pression dans un commerce au détail de jouets et d'articles de loisirs. Il est proposé également que le projet de règlement 26-09, amendement au règlement de zonage 2007-103, modification de l'article 22.2 relativement au gaz sous pression, soit adopté par le Conseil. Appuyé par Martin Langlois. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 10.12, un avis de motion encore et adoption du projet pour amendement au règlement de zonage. Encore une fois, Mme Lauzon, si vous pouvez nous donner des explications. Oui, donc ce projet de règlement vise à permettre le camping de VR pour de courte durée dans la zone 1016R située dans le secteur de Plage Lévesque. Le projet de règlement fait suite au dépôt d'une demande de la part d'un propriétaire de terrain de cette zone qui désire y établir ce type de camping. Petit fait intéressant à noter dans ce dossier-là, à la demande du conseil municipal, il y aura une correspondance qui sera acheminée aux résidents du secteur visé par la zone. Merci beaucoup. Donc, en fait, une correspondance pour les informer de ce projet de règlement-là et pour les inviter à venir à l'Assemblée publique de consultation qui traitera de ce dossier-là. Je lance déjà l'invitation. Donc, l'Assemblée publique de consultation aura lieu le 3 juin prochain à 17h à la salle CCU, donc la salle au rez-de-chaussée sur la rue Smith, là, donc l'ancien Clic Café là, dans cette zone-là, l'ancienne boîte à clés. Donc, voilà. Parfait. Alors, s'il y a des gens qui ont des commentaires, ça sera le temps de les faire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Moi, Daniel Guéraud, donne avis qu'il sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure un règlement amendant le règlement de zonage 2007-103 afin d'ajouter un usage
spécifiquement autorisé, terrain de camping courte durée à la grille de la zone 10-16R. Il est proposé par moi, Daniel Guéraud, que le projet de règlement 26-10, amendement au règlement de zonage 2007-103, ajout d'usage spécifiquement autorisé, terrain de camping courte durée à la grille de la zone 10-16R, soit adopté par le Conseil. Appuyé par Dave Desjardins. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, ça complète la section urbanisme, de l'urbanisme. Maintenant, concernant la sécurité publique, j'ai besoin d'une résolution concernant les autorisations dans le cadre d'une fête de voisins au parc Gustave-Govreau. GES et à Blackburn propose que le conseil municipal autorise la fermeture de la rue Joanne-Hood devant le parc Gustave-Govreau pour la tenue d'une fête des voisins qui se tiendra le samedi 20 juin 2026 entre midi et 17 h. En cas de pluie, l'activité sera remise au lendemain. Que le conseil municipal autorise la consommation d'alcool dans le cadre de cet événement. Appuyé par José Pedneau. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, on leur souhaite beaucoup de soleil. En 11.2, une autorisation pour un permis de parade de motocyclette. Oui, je, Patrick Lelièvre, que le conseil municipal autorise la tenue de la parade de moto dimanche le 7 juin 2026 entre 10h et 13h30 à la suite de la bénédiction des motos qui se fera dans le stationnement de l'hôtel Les Mouettes, le tout selon le trajet soumis au comité de circulation. C'est appuyé par Daniel Guéraud. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Parfait. En 11.3, eux aussi, je leur souhaite du soleil en moto. En 11.3, autorisation fermeture de rue pour la course des couleurs. Il est proposé par moi, Richard Gagnon, que le conseil municipal autorise la fermeture de la piste cyclable au parc de Lens, d'une partie du stationnement de la Maison du tourisme, ainsi que la fermeture complète du stationnement du parc de Lens le samedi 6 juin 2026 entre 7h et 13h pour la tenue de la course des couleurs organisée par l'Institut de l'enseignement de cette île, étant entendu que des panneaux seront installés près de la Maison du tourisme ainsi que près du Jardin de Lens, afin de détourner la piste cyclable vers le sentier en gravier qui longe la baie. Appuyé par José Pedneau. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, j'ai pas le choix de leur souhaiter du soleil, eux aussi. On va faire des chicanes. Pour la prochaine aussi, d'ailleurs. Ouais, ça va être un bel été. Alors, 11.4, une autorisation fermeture de rue pour le marathon Mamou. Il est proposé par moi, Dave Desjardins, que le conseil municipal autorise les fermetures de rue suivantes le dimanche 28 juin 2026 de 7h à 1h pour la tenue du marathon Mamou, soit fermeture de l'avenue Arnaud entre les rues du Vieux-Poste et Napoléon, fermeture complète des pistes cyclables du stationnement du marché, séjour au secteur Ferland jusqu'au boulevard Daniel Vachon, sur l'avenue Arnaud entre les rues du Vieux-Poste et Napoléon. Appuyé par José Pedneau. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Parfait. Oui, Soleil. je l'avais dit avant. Merci de le préciser. Alors, nous sommes rendus à la section ressources humaines. Dépôt de la liste des d'engagement du nouveau personnel. Un proposeur. Il est proposé par moi, Daniel Guéraud, que la liste des employés ayant été embauchés du 5 au 18 mai 2026 soit déposée au conseil municipal. Appuyé par Martin Langlois. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. En loisirs et culture, 13.1, octroi de subvention dans le cadre de l'entente de développement culturel. J'ai besoin d'un proposeur. Oui, il est proposé par moi, Richard Gagnon, que la Ville de Sept-Îles accorde les subventions suivantes. Accueil des croisiéristes, traduction de documents et vidéos au comité culturel de Clark City pour la somme de 2100 $. Volet activité de médiation culturelle à Festigrill de la Côte-Nord pour un montant de 3920 $.
un séminaire intensif de danse à Fusion Danse Sept-Îles pour un montant de 5 500 $, un forum enraciné à Panache et art actuel pour un montant de 4 450 $, que les sommes nécessaires au versement de ces subventions soient puisées à même l'entente de développement culturel 2025-2027. C'est appuyé par SDA Blackburn. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 13.2, un appui à la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. Il est proposé par moi, José Pedneau, que la Ville de Sept-Îles appuie le projet de la mise à niveau et d'amélioration du site d'escalade Galix, présenté par la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade, afin de permettre à celle-ci de bénéficier d'une aide financière au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière et aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Appuyé par Martin Langlois. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 13.3, le 280e rapport du comité de subvention. Il est proposé par moi, Richard Gagnon, que la Ville de Sept-Îles accorde les contributions suivantes. Une contribution financière de 500 $ à l'Ordre du mérite nord-côtier pour l'organisation de la 43e journée d'investiture qui aura lieu le 7 juin 2026 à la salle de spectacle Jean-Marc Dion. Une contribution financière de 1 300 $ au Centre de services scolaires du Fer afin de soutenir les activités de reconnaissance destinées à souligner l'engagement de 196 étudiants ayant agi comme brigadiers scolaires durant l'année scolaire 2025-2026. Il est appuyé par José Pedneau. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Parfait. Au point 14, affaires nouvelles, il n'y a pas d'affaires nouvelles. Alors, on va passer maintenant aux affaires des conseillers. Faire un tour de table et je demanderai à M. Desjardins de commencer, s'il vous plaît, si vous avez des points à nous apporter. Oui. Vu ce printemps, la saison des feux de forêt appelle à la prudence à toute la population. Le printemps est une saison propice aux feux de forêt. La Sob-Feu recense déjà 12 incendies sur le territoire de la Côte-Nord. Même si le temps est encore frais et les sols humides, le risque d'incendie est souvent élevé parce que l'herbe, les feuilles mortes et les broussailles sèches au sol sont hautement inflammables. Il suffit de quelques heures d'ensoleillement et d'un peu de vent pour que la végétation morte s'assèche rapidement et que les niveaux de danger d'incendie augmentent. Chaque année, 80% des feux de forêt sont causés par l'activité humaine, que ce soit un feu de camp mal éteint, un mégot de cigarette, le brûlage des rebuts, les VTT, etc. Il est donc très important de faire preuve de prudence, la vigilance et le bon sens quand on se trouve en forêt ou à proximité. On vous invite à rester informé sur le niveau de danger d'incendie en consultant régulièrement le site de la Sob-Feu et à respecter les cas échéants, les restrictions et les consignes en vigueur. Sur ça, je vous souhaite une très bonne été et soyez prudents en forêt. Merci beaucoup, M. Desjardins. M. Langlois? Moi, c'est juste un petit rappel. Là. Il va y avoir gratuité c'est-à-dire pas de permis, vente de garage, du 5 au 7 juin. Alors, c'est le temps d'en profiter, pour une fois qu'il y a des affaires gratis. Pour s'inscrire, il y a un petit formulaire à remplir sur le site sept-îles.ca, tout simplement. Merci. Merci. Mme Pedneau? Moi. Parfait. Monsieur Gagnon. J'aimerais souligner que du 28 au 31 mai, Sept-Îles et Ouachat-Mac-Magnétonam accueillent le rendez-vous pan-québécois secondaire en spectacle. C'est le grand rassemblement d'artistes amateurs au Québec, le plus grand événement culturel pour les jeunes secondaires. Des dizaines de prestations auront lieu du vendredi et samedi à l'Aréna Guy Carbonneau, à la salle Jean-Marc Dion et au centre des congrès. La programmation complète est disponible en ligne. Je vous invite à aller sur le site le www.acclam.ca, secondaire en spectacle, rendez-vous pan-québécois. Ou à partir de la page Facebook secondaire en spectacle, ça va être affiché. La population est invitée à profiter de cette occasion unique d'encourager la relève et d'assister à des spectacles remplis de talent et d'émotions. Donc, ça va être gros. Il va y avoir plein de monde en ville, plein de jeunes. Profitez-en. Merci beaucoup. Madame Blackburn?
Concernant la politique du sport et du plein air, on vous invite maintenant à donner votre parole. Comme certains le savent, on a déjà amorcé plus tôt ce printemps les démarches visant à se doter d'une première politique municipale du sport et du plein air. Un comité de pilotage a été mis sur pied. Des rencontres de consultation ont été tenues auprès de groupes ciblés. Il y a aussi eu un atelier de travail regroupant 25 personnes d'horizons variés. D'horizons variés a aussi été tenu afin de brosser un portrait des atouts, mais aussi des défis, des enjeux entourant la pratique et l'accès au sport et au plein air à cette île. C'est maintenant aux citoyennes et citoyens de faire connaître leurs habitudes de pratique, leurs opinions et leurs visions en regard du développement du sport et du plein air sur le territoire de la ville de cette île. Un sondage en ligne sera lancé cette semaine. On invite tout le monde à y répondre. Et les personnes intéressées peuvent aussi s'inscrire à l'un des 2 ateliers de consultation citoyenne qui auront lieu le mercredi 17 juin à 13h30 ou 18h30. Les liens pour remplir le sondage et pour s'inscrire à la consultation sont disponibles sur le site Internet de la ville de Sept-Îles, sept-îles.ca. Merci. Important. Merci beaucoup. Monsieur Guéraud. Moi, j'aimerais, la semaine passée, c'était la semaine nationale des travaux publics. Fait que cette semaine-là vise à mettre en lumière ceux et celles qui prennent soin de notre ville. Fait que la semaine a été lancée de belle manière avec en fait une journée porte ouverte qui a été au garage municipal. Toute la journée du 18 mai, il y a plus de 250 personnes qui se sont déplacées au complexe des travaux publics, qui ont visité nos installations. J'étais là, il y a beaucoup de jeunes enfants qui ont monté dans les camions, dans les charrues. Ils ont fait beaucoup de pip-pip de criards, qui étaient très, très heureux. Puis c'est le fun quand tu es jeune, puis que tu peux embarquer dans ces grosses machines-là. Là. Jusqu'à 10-12 ans, là, on est tous émerveillés. Fait que c'était très, très bien. Aussi, ce que je voudrais savoir aussi, c'est qu'ils ont rencontré les employés, ils ont découvert la machinerie, les équipements utilisés pour différents départements, mécanique, aqueduc, égouts, voirie, département électrique et aussi la menuiserie. Tous les départements ont été visités par les gens. On a même eu droit à une prestation de la chanteuse Sarah Dufour, qui est porte-parole de TP Québec. Et je tiens aussi à féliciter l'équipe municipale et particulièrement les gens des TP pour l'organisation et l'accueil de cette journée. C'était aussi la première année que ITUM participe à cette journée, fait qu'on les salue pour cette belle collaboration ensemble. Merci beaucoup, M. Guéraud. M. Lelièvre. Je vais faire un retour sur l'activité qu'il y a eu en fin de semaine. Le mois de mai, c'est le mois des arbres et des forêts. Une centaine de plants qui ont été distribués ce dimanche au parc des Jardins de Lens. Et pour faire un clin d'œil au 75e de la ville de Sept-Îles, un arbre a été aussi planté. Une belle journée pour profiter du plein air et poser un geste pour l'avenir. Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées, engagées à faire grandir leurs petits plans et à faire verdir la ville. Puis merci également à nos partenaires qui ont contribué au succès de l'événement, notamment le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et l'Association forestière de la Côte-Nord. Merci, M. Lelièvre. C'est 100 plans qui ont été distribués parmi les citoyens. Je vais, moi aussi, m'adresser à vous. Là, je mets mon chapeau de conseillère du district de Sainte-Famille. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons maintenant nous avons une nouveauté pour les résidents du quartier. Il s'agit d'une page Facebook qui est spécialement dédiée aux résidents. Où ils pourront s'informer ou partager sur différents sujets d'intérêt concernant le quartier. La page se nomme Quartier Sainte-Famille, Sainte-Famille tout au long, Sept-Îles. Alors, je vous invite à vous y inscrire, à faire vivre cette page-là et la partager aussi auprès de vos amis du district. Je tiens à féliciter et à remercier Mme Louise Bertrand ainsi que son comité qui sont à l'origine de cette très belle initiative citoyenne. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Alors, en commençant par messieurs les journalistes. On n'en a pas ce soir.
Vous n'avez pas de questions? Parfait. Alors, je vais passer maintenant. Le micro est ouvert, je crois. Alors, pour les citoyens, j'ai notre petite liste. Alors, j'inviterai Mme Pascale Dubé, qui est du district de Marie-Immaculée, s'il vous plaît. Moi, en lien avec ça, mais je pose une série de photos. Vous allez comprendre ce qu'on vit. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je m'appelle Pascale Dubé, j'habite dans Marie-Immaculée, en face du rond-point, depuis maintenant 17 ans. Je suis en compagnie de voisins, dans le fond, qui ont décidé également de venir amener des commentaires ce soir, parce que nous, actuellement, on vit dans une situation vraiment difficile au niveau de notre lieu de vie, et on ne sait plus quoi faire. Fait qu'on a décidé ce soir de venir, pas manifester, mais manifester notre problème. Alors, habitant aux environs du rond-point depuis 35 à 38 ans, certains citoyens qui se sont présentés ici ce soir n'ont jamais fait de plainte à la Ville de Sept-Îles concernant le rond-point. Pour ma part, je demeure en face depuis 2009, donc depuis plus de 17 ans. Cohabitant harmonieusement avec les multiples allées et venues des gens qui ont besoin de ces services, nous avons constaté une dégradation majeure de la situation depuis 2 ans. L'ouverture de la halte chaleur en 2024, à proximité de nos résidences et des écoles primaires et secondaires, a contribué à l'expansion de nos préoccupations concernant la gestion du rond-point et du rôle de la Ville à faire respecter ses règlements. Nous avons dû cohabiter avec cette roulotte de chantier installée en plein quartier résidentiel, en plus de devoir vivre avec divers comportements perturbateurs, incidents de violence, nuisances sonores et le va-et-vient constant sur le site durant les heures d'ouverture et de fermeture. Quel soulagement lorsque nous avons su que la roulotte allait être déménagée. Le soulagement a toutefois été de courte durée lorsque nous nous sommes aperçus que les heures d'ouverture ont parallèlement été augmentées jusqu'à 22 heures le soir. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, alors que ce n'était pas le cas précédemment. L'impact considérable des activités de cet organisme est clairement associé à la dégradation de la qualité de vie dans notre quartier. Nous vivons des comportements parfois agressifs ou inquiétants de gens qui viennent y consommer et dégriser, des arrestations policières, des vols dans nos voitures et sur les terrains, sans parler des gens qui se stationnent devant nos entrées. Depuis quelques mois, nous faisons face à de nouveaux problèmes. L'installation de tentes de la part d'itinérants qui demeurent au rond-point durant l'entièreté de la journée et parfois durant la nuit et la fin de semaine. Au moment où on se parle, ça fait déjà 3 jours qu'il y a des tentes qui étaient installées là. Certains se piquent en public et fument des substances illicites sur le terrain du rond-point ou carrément dans la rue, au su et à la vue de tous, que ce soit en plein jour ou durant la nuit. Nous observons plusieurs sans-abri intoxiqués, car rappelons-le, c'est le seul lieu où ils sont acceptés à cette île, qui réalisent toutes sortes de démonstrations de désespoir et de colère. L'acceptation par le rond-point de cette clientèle intoxiquée en vue d'être inclusif a pour effet de créer en retour un environnement désagréable et empreint d'inquiétude face à la non-surveillance des lieux squattés. Il y a 2 semaines, je vais vous donner des exemples, il y a 2 semaines, un itinérant a pénétré dans notre cour pleinement intoxiqué et grâce à notre vigilance et à celle de la police, nous avons pu éviter une intrusion dans notre domicile. En serait-il toujours ainsi? Cette situation aurait pu grandement tourner au vinaigre, mais heureusement, ça s'est bien terminé. La semaine passée, une jeune fille et ses amis se sont fait lancer des roches et des bonbons, en plus de se faire poursuivre par un itinérant en colère. Samedi matin, donc samedi qui vient de passer, une chicane d'itinérants a eu lieu entre 2 sans-abri qui ont installé leur tente dès que leur rond-point a été fermé. Nous avons également entendu un propos plus inquiétant encore, propos qui reste à vérifier. Un sans-abri aurait pénétré dans l'école Marie-Immaculée la semaine dernière et aurait menacé de tuer des enfants. Je n'ai pas de preuve directe de ce fait puisqu'il s'agit d'une rumeur qu'un citoyen nous a transmise. C'est ça pour moi, donc je vais peut-être la parole à ma voisine. Moi, c'est Nathalie Boucheron. Je demeure au 76 rue Tortelier. Ça fait plus de 20 ans que je demeure là. Puis, comme ma voisine disait, ça fait depuis 2 ans que c'est l'enfer. Fait que des démarches qui restent vaines. Au cours des derniers mois, nous avons appelé le bureau du maire, l'urbanisme et la police à environ 20 reprises.
Et à chaque fois, à moins d'une situation grave et menaçante, on se fait répondre qu'il n'y a rien à faire et qu'ils ont les points liés. Pourtant, il s'agit de la responsabilité non seulement du rond-point qui s'est proposé pour pallier à ses besoins, mais également de la Ville de Sept-Îles, qui a octroyé une autorisation pour cet organisme dans ce quartier résidentiel tranquille. De quelle façon pouvons-nous agir afin que la situation inacceptable cesse définitivement? Par la voie légale, nous en sommes proches puisque nous sommes totalement exaspérés par ce problème qui prend de l'ampleur. Tout semble se lancer la balle et personne ne semble responsable de quoi que ce soit. Pourtant, nous payons nos taxes comme tous les citoyens. Est-il utile de rappeler que nous avons dû composer en 2025 avec une augmentation de notre compte de taxes de l'ordre d'environ 50 000 à 100 000 par maison? Alors que nous avons des tentes d'itinérants directement en face de nos maisons. Voudriez-vous acheter une maison avec pour voisin un campement d'itinérants? Quelle serait alors la valeur réelle de ce domicile? Est-ce que cela vaut une augmentation de 100 000 $? Nous payons nos taxes pour vivre un environnement sécuritaire, propre et paisible, ce qui est loin d'être le cas actuellement. En conclusion, le rond-point amène les gens sans abri à y vivre 24 heures sur 24, même lorsque les portes sont fermées. Et que vous êtes tranquillement assis chez vous à relaxer, avons-nous le droit, nous aussi, de relaxer et avoir la tranquillité d'esprit? Avons aussi droit à la sécurité lorsque nous sommes à notre domicile, afin de pouvoir jouir pleinement de nos lieux de vie. Nous espérons que vous prendrez rapidement en considération notre plainte et agirez promptement pour relocaliser le rond-point et qu'ils gèrent leur organisme dans le respect des règlements de la Ville et des citoyens du secteur. Il est impératif que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la quiétude de tous les résidents avant que quelque chose de grave ne se produise. Moi, quand j'ai vu l'itinérant lancer son soulier puis partir à la course après la petite fille en vélo, j'ai appelé les policiers, je n'en revenais pas. Sur ce, nous voulons remercier notre conseiller municipal, Dave Desjardins, de notre secteur pour nous avoir écoutés et nous avoir invités ce soir. C'est très gentil. Puis en espérant que les photos parlent d'eux-mêmes. Je cède la parole à Éric Brisson. Bonjour, mon nom est Éric Brisson. J'habite Place Livingston. Là-dessus, je voudrais ajouter, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'itinérants à cette île, de plus en plus. Puis, c'est un problème. Ça en est rendu presque un fléau. Je travaille régulièrement avec eux parce que j'entretiens des bâtiments commerciaux. Et puis, j'ai affaire avec eux à tous les jours. À me battre avec eux, à les envoyer, puis à ramasser leurs excréments. Malheureusement, ça nous arrive, puis ça va arriver comme c'est parti là, si c'est pas mieux géré et encadré. Mais Place Livingston, un endroit scolaire. On a une école privée. On a une école aussi pour les jeunes. Moi, entre autres, je suis grand-père, puis j'ai une petite fille à ma charge jusqu'à ses 18 ans. Elle a 8 ans. Puis elle ne veut même pas s'en aller vers le rond-point parce que, justement, c'est ce qui arrive. Il y a tout le temps du monde qui sont sur sa pinotte, qui se sont shootés, ou peu importe. Ça en est rendu une piquerie. Désolé, là, mais ça en est rendu là. Là, moi, chez nous, en arrière, ça traverse les clôtures. J'habite en arrière du rond-point de 2 maisons. Ça traverse les clôtures. En pleine nuit, j'ai dû sortir. Flambant nu en avant de mon camion. Il y en avait un là. Qu'est-ce qu'il faisait là? Intrusion dans mon camion, les culottes à terre, fait venir la police. Cette année, ça fait deux fois que j'appelle la police pour justement régler des cas. Une, entre autres, c'est la pinotte qui faisait peur aux enfants. Sur l'heure du midi, s'en allait à l'école. J'ai décidé d'arrêter au rond-point. Là, j'ai dit assez, c'est assez. Arrêtez ça, là, parce que là, les enfants ont peur. Une petite fille a manqué de se faire frapper parce qu'elle a eu peur de celle qui était toute de travers. On sait comment ça agit. Elle a traversé le chemin, puis il y a 2 stops là, puis elle ne l'a pas fait, elle a passé. Mais heureusement, la petite fille, mais là, on a de plus en plus d'enfants qui ne veulent plus passer par là. Et pourtant, ils viennent à pied à l'école. Mais là, on a ce problème-là. Puis en plus, le rond-point, c'est une place où ils servent à manger, il y a du monde qui travaille en plein hiver. J'ai été obligé encore d'arrêter une fois, faire une plainte aux policiers. Les voitures se stationnent de chaque bord de la rue Doucet, ainsi que sur la rue Tortelier. On passe à une voiture serrée
Les enfants ne sont pas capables de marcher sur le trottoir parce qu'il n'est pas déblayé. Manque de se faire frapper dans le chemin. Moi, j'en ai plein mon casque de tout ça chez nous. Là. On vous entend, cher monsieur. À un moment donné, ça vient que c'est assez. Puis ce que je déplore, ben c'est ça. C'est que le rond-point, là, il est situé dans un quartier paisible, qui était paisible. Malheureusement, depuis qu'il est là, moi, tout ce que je demande, c'est qu'il y ait une relocalisation de cet établissement pour remettre la vie normale dans ce quartier, qui est un quartier qui est en demande. Moi, j'habite dans le parc. Je fais des montagnes pour les enfants. C'est moi qui fais la patinoire l'hiver parce que la ville n'a pas le temps. Puis je m'occupe des enfants. Je peux vous dire que le parc, je le surveille. Puis pas à peu près. Puis souvent, je fais des interventions le soir ou même le jour. Justement, des itinérants qui sont là. Puis il faut les envoyer. On n'a pas le choix. Moi, comme je vous dis, je vous interromps. Là, parce que je comprends très bien. Puis avec les photos, là, c'est plus qu'évident. Okay. Là, vous avez pas mal de... pas mal, mais il y en a... On a assez d'imagination pour... Vous le savez, la cohabitation n'est jamais facile, que ce soit n'importe où, puis on le voit, puis c'est pas juste un cas de cette île. Effectivement, c'est une, je dirais pas un fléau, c'est une situation qui est dramatique, sur laquelle on est très préoccupé. Je pense que, mais pour votre sécurité immédiate, c'est ce que vous avez à faire, là, d'appeler les policiers quand vous voyez qu'il y a une menace. On va écouter, on va en parler avec notre collègue, puis tout ça, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Effectivement, la halte chaleur, c'est ce qu'on s'était dit, là, que ça allait donner un répit au quartier. Mais ça ne l'a pas donné parce qu'ils n'y vont pas à la halte chaleur. Parce qu'on demande les autres. Mais je vous remercie d'être venu témoigner. Pourquoi ils ne vont pas à la halte chaleur? Parce qu'ils ne s'entendent pas ensemble puis ils se chicanent. Ils se battent. OK. On doit intervenir. Moi, je vous le dis, je travaille avec eux autres sur les bâtiments. C'est tout le temps comme ça. Bien, merci pour votre expérience. Puis, bien, bienvenue. On va ajouter quelque chose, madame. Oui, allez-y. Mais on le voit, là, c'est épouvantable. Dans mon quartier aussi, là, dans Monseigneur-Blanche, là, je pense qu'il n'y a pas un citoyen qui ne l'a pas vu. Là. C'est épouvantable, puis on prend très au sérieux, qu'on en a discuté même pas plus tard que cet après-midi. Et je pense qu'on va travailler fort là, pour essayer d'atténuer le problème pour tout le monde. Là. C'est des humains qui en arrière de ces photos-là aussi, il ne faut jamais l'oublier. Mais on comprend très bien, là, puis on le voit tout, puis ça n'a plus de bon sens. Ça n'a plus de bon sens. Je ne veux pas les enlever le question. Je veux juste que ça soit déménagé, puis qu'au contraire, que ça soit mieux encore pour eux. Parce que moi, ce que je me suis fait dire par la police, j'ai parlé aussi à la policière qui m'a attribué le rôle un petit peu de responsable du dossier au niveau de la police. Je pense que ça s'appelle MIPIC, MIPIC, quelque chose comme ça. Puis il me disait que c'est ça, il voulait prendre de l'expansion. Mais moi, je me suis dit, écoute, avant de prendre l'expansion, il faut que tu règles ton problème. Actuellement, on a vraiment un gros problème. C'est pas juste, tu sais, on vous a montré des photos, mais c'est rien là, comparativement à ce qui se passe. Là, puis moi, je me dis, à un moment donné, il va arriver un accident, puis là, il va être trop tard. Il faut agir avant que l'accident arrive. Clairement. Et on en prend bonne note. Soyez assurés de ça. Merci beaucoup. Est-ce que j'avais d'autres questions? Bonjour. Rappelez-moi votre nom. Bernard Pelletier des Planches. Bernard Pelletier des Planches. Bonjour, M. Pelletier. L'année passée, ils sont venus, la deuxième fois, je vous vois. Pas normal qu'ils reviennent ici au bout d'un an, il n'y a rien de fait. Là. Je comprends que vous êtes nouveau. Moi, c'est la première fois que il ne peut pas être 7 les années, les autres là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Je vous félicite d'avance. Qu'est-ce que vous allez faire? Puis je vous félicite aussi pour... Vous allez faire une consultation pour les camping à Plage-la-Bèque, au bout de Plage-la-Bèque, j'imagine? Oui. C'est une consultation, c'est bien, ça. Le monde, ils vont être au moins informés. Ça, c'est parfait. Merci. Je vous félicite d'avance pour ce que vous allez faire. Je suis sûr que vous allez faire quelque chose. L'endettement, je vois que tabarouette. Puis en passant, un petit livret qu'on avait, là, on a vu. Tu voyais d'avoir un?
On va mettre ça dans le PTI. Non, mais la C'est disposition... pas madame qui veut se donner ou M. McMullen avec ses... Mais sincèrement, je ne sais pas ce qu'il est. Non, mais c'est que ça cachait la vue aux gens. Donc, c'est par souci que vous puissiez bien regarder qu'on l'a enlevé. Mais inquiétez-vous pas pour Mme Otis, on a bien pris en charge ses besoins. Puis M. McMullen, je pense qu'il s'est accommodé de la situation. Madame, il n'y a pas beaucoup de documents. Non, mais en arrière, tu me caches le... Oui, mais pas mettre ça en arrière. Les micros en arrière. Oui, l'endettement de la ville, Madame. Oui, M. Pelletier. En loi. Oui, oui. Je vois que l'endettement elle monte tout le temps, là. La cible de 165 là, on est rendu à combien, là? Là, on est à 125. On est à 125. La cible, c'est 165. C'est une cible, tu sais, si on est inférieur à la cible, on est content. Là. Moins qu'on en a, moins on s'entend. Là, tu sais. Ah oui, ben oui. Le maximal, c'est 195. C'est ça. C'est pour rester avec une marge de manœuvre quand même Est-ce qu'on peut se rendre acceptable. Là? Est-ce qu'on pourrait se rendre à 195? Ça pourrait arriver avec certains projets. Mais notre idée, c'est de descendre minimal, en tout cas à 160. C'est quand même pas normal, au moins. Là, on est à 125. Je trouve que ça fait, en tout cas, ça fait pas trop responsable, moi, je trouve, d'aller vers là. Je trouve qu'en tout cas, la cible maximale, en tout cas, on va voir avec les dépenses de la ville, mais je trouve que je vois que c'est ça, 120, on est rentré. Mais on travaille là-dessus, puis on a des stratégies. 2026, je ne le sais pas, mais... On a des stratégies pour utiliser le moins possible l'endettement. Quand on parle, on a 4 millions au niveau qu'on utilise de nos liquidités, de nos surplus, qu'on le met, oui, il a été calculé, là. On fait ça chaque année. Il y a d'autres moyens aussi, là, comme pour certains développements, on attend des programmes de subvention pour... ici, Mme Lévesque veut ajouter... C'est sûr qu'on a recours aux activités d'investissement. On a quand même une enveloppe budgétaire de tout près de 4 millions par année qu'on paie comptant des projets. Quand on a des surplus accumulés, on peut aller puiser à même les surplus accumulés pour justement limiter le recours à l'endettement. Donc, il y a d'autres programmes aussi de subventions qu'on sait qu'ils vont s'en venir. Fait qu'on va essayer de qualifier le plus possible pour maximiser les retombées au niveau des subventions là, pour tous nos projets. On veut faire le maximum pour minimiser l'impact sur l'endettement. Si vous me permettez un petit complément aussi, bien, je trouve ça quand même intéressant d'avoir votre avis là, de citoyen sur cette question-là parce que, pour nous, avoir recours à l'endettement quand on est une ville, c'est inévitable. Dans notre vie personnelle, moi, je suis quelqu'un qui aime mieux cumuler mon argent puis payer comptant. Cette façon de faire là, pour une ville comme pour un gouvernement, c'est pas possible. Puis qu'une ville ait recours à l'endettement pour réaliser des projets, ben ça peut être vu comme une bonne chose aussi parce que ça nous permet justement de réaliser certains projets, d'entretenir certaines infrastructures. Donc, une ville qui n'a pas recours à l'endettement, mais qui a un passif au niveau de l'entretien des bâtiments qui est très important, c'est pas une situation qui est préférable non plus. Donc, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est le juste milieu entre recourir à l'endettement, parce qu'après ça, il y a une partie du budget qui est bien entendu consacrée au remboursement de la dette. Donc, c'est juste de trouver le juste milieu, comme dans un budget familial, de quelle part on met à la dette, puis quelle part on met au budget des opérations. Mais je trouve que c'est bien que vous ouvriez le sujet pour qu'on puisse... Parce que j'imagine qu'il doit y avoir un règlement qui dit que tu ne dois pas avoir de surplus d'une ville, j'imagine. Tout à fait, parce que si une ville... Il faut avoir une dette, mais pas de surplus. Bien, une ville, en fait, peut pas finir déficitaire. Ouais. Donc, si une ville s'enlignait vers un déficit, qui n'arrivera pas parce qu'on a une trésorière qui vient à l'affût des finances, mais si une ville se dirigeait vers un déficit, il faudrait réémettre des comptes de taxes en cours d'année. Donc, la ville, à chaque année, là, on ne sera pas de cachette, il y aura toujours un surplus. Puis ça, c'est parce qu'il y a une saine gestion là, des fonds publics. OK. On ne peut pas avoir de déficit. Madame Langlois, je vous félicite encore pour ce que vous allez faire. Mais je ne suis pas toute seule, là. C'est tout le conseil et la ville. Merci, M. Pelletier. Ils sont ici. Richard. Sont-ils tous ensemble? Il y a l'autre paquet. Oui. Bonjour, Mme Gagnon. Bonsoir, plutôt. Oui. Louise Gagnon, regardez dans le document qui a été déposé sur le budget, il y a
Il y a eu... Excuse, juste, on va attendre un peu que... Non, restez ici. Juste pour qu'on vous entende bien, là. Il y a eu des taxes qui ont été remboursées. On ne peut pas le nom exact. C'est la contestation, peut-être? Oui, c'est ça, contestation de taxes. Est-ce que ça concerne seulement les résidentiels ou ça concerne aussi la grande entreprise? Ça concerne aussi la grande entreprise. Majoritairement la grande entreprise? Je ne connais pas la proportion. Madame Lévesque, voulez-vous ajouter? La proportion est plus grande au niveau de l'entreprise, étant donné leur évaluation. Donc, oui, c'est la grande entreprise essentiellement, l'écart d'évaluation. Mais à ce jour, les dossiers ont été réglés au 31 décembre, donc on n'a plus d'inquiétude pour le budget 2026. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont contesté certaines installations qu'il y avait ou c'est le taux de taxe qui a été... Non, ce n'est pas le taux de taxe, c'est l'évaluation en soi. C'est un droit que tout citoyen, autant corporatif que citoyen, peut procéder à la contestation d'évaluation. Et là, 2025, c'était un nouveau dépôt de rôle. Donc, ils se sont prévalus de leurs droits. Donc, parce que leur évaluation avait augmenté. De façon considérable au niveau de l'industriel. C'est sûr que l'industriel, ça ne se comporte pas exactement comme du résidentiel. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, là, dont le coût de construction, l'amortissement, au niveau de la dépréciation et tout ça. Il y a plusieurs facteurs qui influencent les investissements aussi qu'ils ont fait dans les dernières années. Donc, c'est plusieurs éléments qui tiennent compte pour l'évaluation en termes industriel, commercial. Commercial aussi. Oui. Il y en a aussi, mais c'est plus dans l'industriel. C'était pas prévisible. On l'a prévu, mais pas à la même hauteur qu'il est arrivé. Donc, c'est pour ça l'écart. Merci, Mme Gagnon. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, avant de procéder à la fermeture, je veux juste préciser que la prochaine séance, qui est le 8 juin, nous allons être sur l'horaire d'été. Alors, ça va commencer à 16h30. Le 8 juin, la prochaine séance. Maintenant, on est prêt à la clôture. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé par moi, Dave Desjardins, qu'il soit procédé à la fermeture de la présente séance ordinaire. Et c'est appuyé par Daniel Guéraud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, la séance est close à 20h22. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée.